Bismillah. Du sommet qu'il venait d'atteindre, Grog le castor se dressa au-dessus des hautes touffes d'herbe, et pour sa joie, la belle vallée lui apparut. Il en mentait mille parfums. Grog écoutait, ravi, le bruissement léger du feuillage et les gazouillis de tout un petit peuple ailé. Au loin, entre d'épais massifs d'arbres, il voyait par échappées se glisser le fleuve comme un ruban d'argent. Il arrêta son regard attentif ici et là, scrutant les alentours, puis il se mit à descendre le versant de la colline, et derrière lui, toute la tribu des castors se mit en marche. Un froissement de branches le fit s'arrêter. Immobile, il attendit que le bruit se répétât. Mais alors le vent lui apporta l'odeur de celui qui l'avait inquiété. C'est Luc l'écureuil, murmura-t-il en avançant de nouveau sur un terrain qui maintenant s'inclinait en pente douce. Après des jours et des jours de marche sur le sol aride et rocailleux des monts, quelle joie de cheminer sur la terre moelleuse d'un sous-bois. La végétation était luxuriante. Entre les arbres et dans l'épaisseur du buisson, les animaux avaient tracé des pistes. Grog en choisit une et s'y élança. Il entendait le bruit de l'eau tout proche et cette musique l'emplissait d'allégresse. Mais il dut encore s'arrêter brusquement et immobiliser ses compagnons dont aucun n'avait perçu le danger. Un louveteau passait si rapide et si léger qu'il semblait à peine toucher le sol. Grog savait que le loup ne l'avait ni flairé ni entendu, car le vent soufflait contre lui. Le castor avisé le vit en effet traverser le sentier et disparaître dans le fourré. 3 heures durant, la tribu chemina dans les bois au milieu des fougères qui s'inclinaient sur son passage. Parmi les traînes de ronces aux épines crochues, sur les profonds tapis de feuilles mortes, entre les troncs noueux vêtus de lierre et de mousse, ou dans les fourrés profonds, enfin Grog le premier vit le fleuve. Peu s'en fallut qu'un cri ne lui échappât, mais il demeura muet d'émotion, sans bien savoir pourquoi sa gorge était serrée. Ses compagnons voyaient aussi et l'entouraient. Grog murmura l'un des plus vieux castors. Grog, le fleuve. Et il y avait dans sa voix un accent indéfinissable, fait à la fois de regret et d'espérance. Je le vois, Crap. Et tu sais à quoi je pense? Ils se turent. Un des jeunes de la tribu ne put retenir une larme. Criff, commanda Grog, descends dans le fleuve et reviens nous dire quelque chose. Criff plongea et disparut. Maintenant, le gros de la troupe arrivait. Il y avait environ 300 castors formant une longue colonne gardée en queue et sur les flancs par les mâles les plus forts. Les derniers arrivés se bousculaient, poussaient les premiers, tentaient de rompre les rangs afin de se jeter dans le fleuve. Mais ils furent grondés et repoussés. Écoute, Crap, dit Grog, laisse les vieux garder la colonne et envoie-moi les jeunes, que personne ne bouge avant que nous sachions où aller. Quelques instants plus tard, la tribu avait l'aspect d'un régiment au repos. Flanqué de sentinelles vigilantes, une cinquantaine de jeunes se pressaient autour de Grog. Formons 2 équipes, ordonna-t-il. L'une avec Crap descendra le courant, l'autre avec moi le remontera. Celui qui trouvera l'emplacement rêvé appellera les autres. En avant! Il se jeta le premier à la nage, la tête bien droite, ses petites oreilles pointues épiant le moindre bruit. Il avançait, rapide, à contre-courant. Sa queue, longue de 30 centimètres, élargie en forme de spatule étendue, lui servait de gouvernail. Ses pattes postérieures palmées taillaient l'eau comme des rames. Grog n'était pas beau. Dans sa tribu, il y avait des castors plus élégants que lui. Ses formes étaient particulièrement trapues, sa grosse tête, trouée par de tout petits yeux et par une bouche dont la lèvre supérieure fondue, laissait passer 2 grosses incisives, n'avait pas l'expression de douceur comme à celle des autres castors. Même la fourrure, souple et brillante chez ses compagnons, était chez lui toute hérissée, déteinte, au point de paraître sale. Mais peu lui importait, il était fort. Ses pattes de devant, aux doigts agiles, comme ceux d'un singe, étaient d'une vigueur exceptionnelle. À la nage, il était invincible. Lif la couleuvre et Sip le brochet, eux-mêmes, avaient été battus par lui. Mais c'était surtout en intelligence qu'il dépassait les autres. Dès sa prime jeunesse, il avait maintes fois tenu tête aux anciens et toujours réussi à éviter les effets de leur colère. Maintenant, bien qu'il n'eût que 2 ans, il était chef de sa tribu, ce qui le remplissait d'orgueil.
Les castors n'ont jamais un chef reconnu, mais lorsque leur salut est en jeu, alors seulement ils se mettent sous les ordres et se fient à l'expérience d'un ou de plusieurs anciens. Dans la tribu de Grog, les anciens lui avaient passé le commandement. Il le méritait bien. Lorsqu'une semaine auparavant, l'homme avait tenté d'assaillir la colonie, c'était lui qui l'avait sauvé à force d'astuce et avait organisé sa fuite. Après avoir conduit les siens sur les mants durant 2 semaines, en leur imposant de dures fatigues, il les amenait sur un nouveau fleuve pour construire un nouveau village. Au cours d'escalades épuisantes, il s'était souvent rebellé contre ses ordres. Et à force d'exhortations, de menaces, accompagnées parfois d'un bon coup d'incisive, il les avait contraints au maximum d'efforts. Grog observait les rives, cherchait l'endroit propice au campement. Ses compagnons le suivaient en silence. Le fleuve avait 30 mètres de largeur et son courant était rapide. Ses bords étaient garnis de buissons qu'interrompaient çà et là des bouquets d'arbres dont certains s'inclinaient si fortement sur l'eau que leurs branches y trempaient, frémissantes. On percevait à quelque distance un bruit sourd et continu, celui d'une cascade. Soudain, Grog sentit l'eau frémir. Il s'arrêta aussitôt et ses compagnons l'imitèrent. 4 fois encore, l'eau vibra. C'est Criff, dit Grog, c'est le signal de Criff. Et faisant volte-face, il se lança vers l'endroit d'où les vibrations étaient parties. Le fleuve coulait maintenant entre des rangées d'arbres bien serrés, dont les hautes ramures entrelacées formaient une voûte merveilleuse, tandis que des lianes ondulaient sur l'eau en des réseaux inextricables. Grog jouissait de ce spectacle enchanteur. Mais le fleuve lui réservait une autre surprise. Tout en bouissant entre des rochers blancs, il obliquait soudain en un coude étroit pour aller s'élargissant sur une centaine de mètres et former un lac circulaire bordé d'une végétation exubérante. Au beau milieu de ce lac, Criff battait l'eau avec sa queue. C'était ainsi qu'il provoquait les vibrations sonores que l'eau avait si rapidement transmises. Criff, appela Grog, mais le grondement de la cascade était devenu tel qu'il empêcha Criff d'entendre. Alors Grog frappa le fleuve d'un coup de queue et Criff se retourna sur le champ, prêt à plonger. Mais il aperçut ses compagnons et nagea rapidement vers eux. Grog, dit-il, dès qu'il put se faire entendre, quel endroit magnifique! Sur les rives, il y a des aulnes et je crois que nous parviendrons à trouver aussi des trembles. Au seul nom de ces 2 arbres, de ces 2 friandises, il se lécha les babines. Les compagnons de Grog dilatèrent leurs narines et, décelant l'odeur des aulnes, ils poussèrent des cris de joie. Criff, commanda Grog, va mettre la colonne en marche, fais remonter en tête les femelles et les petits. Toi, tu te tiendras en queue avec les mâles et préviens Crap aussi. Il dut crier les dernières paroles car Criff était déjà loin. La troupe des jeunes castors s'est répandue autour du lac pour en explorer les vives. Non loin de la cascade, leur courbe s'incurvait en une anse profonde, à peu près circulaire, elle aussi. Un petit promontoire et on réduisait l'entrée. C'était l'endroit rêvé pour un village de castors, et Grog le choisit aussitôt. Mais bientôt, les premières formations de la tribu, guidées par un ancien, firent leur entrée dans le vaste bassin. Quand la tribu s'y trouva au complet, Grog donna le signal du rassemblement en frappant l'eau 3 fois, et tous les castors formèrent le cercle autour de lui. Nous avons atteint un nouveau fleuve, dit-il. C'est ici, dans cette anse, que nous allons construire notre village. Qu'aucun de vous n'aille flâner en curieux jusqu'à ce que nous soyons en sûreté. Nous devons travailler avec ardeur en avant. Il se dirigea vers la berge et les castors le suivirent en formant de petites équipes. Chacune d'elles savait déjà ce qu'elle aurait à faire. Grog gagna l'entrée de la baie et constata qu'elle n'avait guère que 20 mètres de largeur. Il inspecta les arbres sur les rives, non sans quelque perplexité. Hé, Grog, lui cria quelqu'un, je crois qu'il y a là ce qu'il nous faut. Il s'agissait d'un sapin d'une 20aine de mètres de hauteur et d'une grosseur telle qu'un homme l'eût difficilement entouré de ses bras. Il se dressait bien droit sur le bord de la passe. Oui, parfait, murmura Grog après l'avoir examiné un long moment, et il ordonna gaiement. Allons-y. De leur puissante incisive, une dizaine de mâles attaquèrent la base du sapin. Ça et là, entre les buissons, l'on apercevait des équipes de castors occupées à scier de grosses branches ou des arbustes, tandis que d'autres s'employaient à les émonder pour en faire des piquets lisses et pointus. Tout le monde travaillait, grands et petits, femelles et vieux.
On savait que seulement après l'ouvrage achevé, l'on pourrait jouir du repos dans la sécurité. Pendant des heures et des heures, les incisives scièrent avec la sève résineuse la vie quitter le grand arbre par toutes les blessures que les castors lui infligeaient. Et les incisives le pénétraient toujours plus profondément. Enfin, Grog poussa un cri prolongé. Tout le monde suspendit le travail, tandis que ceux qui avaient scié l'arbre s'en éloignaient vivement. Le grand sapin lentement vacilla, sembla tituber, puis, dans un craquement atroce, il s'abattit comme un pan jeté d'une rive à l'autre. Le groupe qui l'avait abattu monta sur lui pour achever de le brancher. Grog travaillait comme les autres. Il avait plongé pour creuser des trous au fond de l'eau, tandis que Criff, à plat ventre sur le tronc d'arbre, ses dents de la bouche et des pattes, lui tendaient verticalement les piquets qu'il enfonçait dans les trous. Bref, il y eut bientôt tout le long du tronc des pieux qui partaient du fond et s'élevaient parfois à 2 mètres au-dessus de l'eau. Ils étaient reliés entre eux par un réseau de souples branches. La première partie de l'ouvrage était accomplie. Alors tous les castors occupèrent la berge pour y périr la terre molle avec leurs pattes et la battre ensuite avec leur queue. Puis, transportant cette sorte de mortier dans leur bouche et entre leurs pattes de devant, ils allèrent en garnir et en maçonner ce qui devenait une digue, en obstruer les moindres trous. Quand l'œuvre grandiose fut achevée, Grog la considéra satisfait. La digue allait d'une rive à l'autre, large à sa base de 3 ou 4 mètres. Elle se rétrécissait en montant jusqu'à ne plus mesurer qu'1 mètre à peine. De son fait, Grog plongea d'un bond dans le fleuve. Maintenant, proclama-t-il en atteignant le milieu du lac, la digue est construite. Nous sommes à l'abri de la crue. La tribu l'écoutait en silence. Grog déclara Turk, le plus ancien des castors. Grog, merci de nous avoir sauvés tous. Grog demeura un instant silencieux, puis répondit visiblement ému. Je sais ce qu'un tel remerciement signifie. Le danger qui vous a groupé sous le commandement d'un chef est écarté. La tribu n'a plus besoin d'être guidée. C'est juste, vous êtes libre. Grog n'est plus votre chef. Que chacun construise sa propre maison et vive à sa guise pour le bien de la tribu. Comme si ces paroles avaient été un dernier ordre, les castors se répartirent en petits groupes dont les plus nombreux comptaient 8 individus. Grog demanda Criff, puis-je aller avec toi? Criff était fort, intelligent, et il plaisait à Grog, qui simplement répondit oui. Crabbe se joignit à eux. Il n'avait rien dit, mais Grog se retournant le trouva derrière lui. Il comprit et s'écria joyeux. Viens! Il n'avait jamais osé espérer que le vieux, le sage Crabbe le choisît pour compagnon. Tous trois s'enfoncèrent dans le fourré pour grimper aux arbres et choisirent des branches robustes. Ils les scièrent, et quand elles furent toutes dépouillées, ils les traînèrent jusqu'à l'eau et les y poussèrent. Alors ils commencèrent à établir les pilotis de leur cabane, tandis que 2 castors creusaient des trous dans le lit du fleuve. Un troisième leur tendait alternativement les pieux. Quand l'échafaudage fut dressé en un cercle de 3 mètres de diamètre, ils y tressèrent des branchages serrés, à la façon des paniers d'osier ou de coudrier. Puis ils l'empilèrent de terre bien battue. Enfin, ils dressèrent murs et cloisons de branches en les revêtant d'un mortier de sable et de terre qu'ils appliquaient avec leur queue. Ils mirent 2 jours à édifier leur demeure, mais elle était si solide qu'aucun vent ne pouvait l'abattre et si bien maçonnée que la moindre goutte de pluie n'y pouvait pénétrer. Il l'avait faite à 2 étages qui communiquaient au moyen de quelques marches intérieures. Le premier étage devait servir de magasin à vivres et s'ouvrait sur le fleuve. L'étage supérieur était destiné au logis. La toiture en forme de coupole était recouverte d'une épaisse couche d'herbe, ce qui la rendait plus imperméable. Pendant plusieurs jours, ce fut le long de l'anse, un va-et-vient constant, une activité fébrile, puis se reflétèrent sur l'eau des dizaines de petites maisons dont la plupart avaient 3 étages. Maintenant, la tribu pouvait respirer. L'essentiel du travail était achevé. La digue défendrait les castors contre les crues du fleuve et les maisons sur l'eau étaient inaccessibles aux bêtes sauvages. Alors chacun put s'adonner à une occupation nouvelle et plus agréable. Coupé de jeux et de baignades, de bavardages et de siestes, la recherche des vivres en allait faire provision d'écorces et de tendres branchettes
que l'on entassait dans les magasins. Il fallait tout de même se hâter d'assurer les réserves alimentaires, car la saison morte, l'hiver, était tout proche, escorté de cataille le gel. Quand la première neige tomba, il s'en fallut de bien peu que Criff mourut. Il était parti seul à l'aube en remontant le courant au-delà de la digue à la recherche des trembles dont il était si friand. Il en avait trouvé et il s'apprêtait à en faire une ample provision quand un bruit suspect l'alerta. Tandis que son odorat l'avertissait que Hugues le loup n'était pas loin, il tenta de rejoindre le fleuve. Mais Hugues lui barra la route. Il se ramassa sur lui-même, bien décidé à défendre sa vie de son mieux, puis rampant tout doucement, il tenta d'atteindre l'eau. Hugues n'était pas pressé. Il attendait le moment opportun pour saisir le castor à la gorge. Les feuilles, ces éternelles bavardes, cessèrent de chuchoter pour regarder curieuses. Rien ne bougeait. Et puis tout se passa en un clin d'œil, un grognement, un bond de Criff. Et Criff se trouva pris dans les mâchoires du loup sans pouvoir tenter de se dégager. Il sentait la ville abandonnée peu à peu, tandis que Hugues, sans lâcher prise, cherchait avec ses crocs la grande veine du cou. Il semblait au pauvre castor que toute la forêt hurlait, se teignait de rouge et que 1000 points phosphorescents dansaient sur les arbres, sur les buissons, sur les feuilles. Il comprit que l'eau seule pourrait le sauver. Dans un effort désespéré, il se redressa et, pur petit bond, il atteignit le bord de la berge, entraînant son ennemi. Le fleuve se referma sur eux en gargouillant. Criff resta longtemps sous l'eau, jusqu'à ce qu'il sentit la prise de Hugues se relâcher, puis qu'il le vit sortir de l'eau et s'enfoncer dans le bois, en grinçant des dents après s'être vigoureusement secoué. Alors, avec le peu de force qui lui restait, il frappa l'eau de sa queue et s'abandonna au courant. Les premiers flocons se mirent à tomber.